Aujourd'hui, on va du coup parler de Shopify, qui est une solution vraiment très prometteuse. Et en fait, on s'y est intéressé chez nous, chez Search Foresight, parce qu'on a de plus en plus de clients qui se posent la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de migrer vers cette solution. Euh, et pour tout vous avouer, il y a 2 ans, moi je me disais, oh là là, les clients qui arrivent avec Shopify, enfin qui veulent passer sur Shopify, c'est pas forcément un cadeau. Ça reste une solution SaaS avec ses contraintes, avec un certain nombre d'optimisations qui n'étaient pas forcément faciles à mettre en œuvre. Et puis, Shopify a aussi pris un peu le sujet à bras-le-corps du SEO et on va voir qu'en fait, ils sont en train de faire des énormes changements sur la plateforme qui va la rendre vraiment très sexy et très intéressante pour des sociétés qui veulent se lancer dans le e-commerce, qui veulent refondre leur site et passer sur Shopify et qui, avec le Covid, ont plus autant les moyens auparavant de gérer ça techniquement. Et cette solution-là offre beaucoup d'options intéressantes. Donc d'abord, une petite page de pub. Moi, je suis donc Mathieu Chapon, je suis le cofondateur de l'agence Search Foresight. Et donc, en tant que cofondateur, à part le golf, on fait de la com. Je m'occupe de la partie avant-vente. J'ai un pôle innovation avec des data scientists. Et puis, j'ai un petit portefeuille de clients un peu historique. Mais bon, voilà, je suis amené à remonter sur tous les clients de l'agence le plus possible. Alors, Shopify, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont sur Shopify dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, il y en a un. Est-ce qu'il y en a qui imaginent passer sur Shopify? Ok, il y en a aussi quelques-uns. Bah écoutez, déjà, il y en a quand même beaucoup qui ont franchi le pas. Alors, j'aime bien mettre Decathlon. C'est pas le Decathlon en France, mais c'est le Decathlon aux US, qui est sur Shopify à 100%. Donc Decathlon a quand même des centaines de milliers de produits dans le catalogue. Et puis, bon, on a beaucoup d'acteurs, surtout dans le prêt-à-porter, dans la mode, etc., etc. Donc ça reste une solution qui commence déjà à naître sur des sites qui sont de plus en plus gros. Shopify était quand même plus connu pour une solution pour les dropshippers et les petits sites. Et là, on a vraiment de plus en plus de gros sites e-commerce qui s'y intéressent. Alors Shopify, c'est né en 2006. Alors la légende veut que un Canadien un jour a souhaité se mettre à vendre des planches de snowboard. Et puis, il ne trouvait pas une solution adaptée à son besoin et il a décidé de créer sa propre plateforme. Donc tous les snowboarders ne sont pas adaptés pour être capables de développer leur propre plateforme, mais du coup, ils ont lancé la plateforme et depuis maintenant une quinzaine d'années, ils l'ont fait évoluer et ça devient vraiment une plateforme Drive to Store, très connectée avec des API, très connectée à tous les réseaux sociaux, à toutes les autres plateformes marketplace. Et on va le voir, ils mettent aussi en place des solutions pour permettre aux e-commerçants qui ont des magasins de pouvoir interagir avec leur site. C'est-à-dire que chaque magasin peut avoir des solutions intégrées à leur magasin physique pour gérer les stocks, par exemple. Tiens, j'ai une vente sur le site, je vais pouvoir récupérer mon stock physique pour faire l'envoi, etc., etc. Alors en plus, des gens comme Amazon, Amazon, Shopify fait 1% du chiffre d'affaires d'Amazon, mais des gens comme Amazon ont été intéressés de pouvoir les racheter et eux, ils ont souhaité rester encore indépendants et continuer leur croissance. Mais ça reste une vraie option pour pouvoir à la fois vendre ses produits, mais aussi se plugger à Amazon pour pouvoir vendre sur la marketplace d'Amazon. Alors, bon, voilà, permanence, ils passent leur temps du coup à sortir des nouveaux add-ons. Shopify devient aussi maintenant une banque. On peut payer avec Shopify Pay. Donc ça devient vraiment un outil, une société qui essaye d'aborder tous les sujets du e-commerce. Et c'est une société qui se porte quand même très très bien. Alors sur Shopify, quand vous achetez donc du coup par un abonnement la licence, vous avez après aussi accès à Shopify Theme. Vous avez les thèmes payants labellisés Shopify. Et puis vous avez des applications qui sont là aussi faites pour, on va dire, pallier à certains manques ou en tout cas à rendre votre solution plus efficace. En général, tout est payant chez eux. Et puis, ils ont sorti il y a quelques années Shopify Plus, qui est vraiment faite pour les gros sites e-commerce. Et donc, avec cette offre-là, vous avez un site un peu plus costaud, des serveurs plus efficaces, une équipe
de consultants, enfin une équipe de technique qui va être là aussi pour vous aider depuis Shopify, pour vous aider à configurer, pour vous aider à rendre votre solution plus performante. Alors, qu'est-ce qui a été aussi annoncé récemment? En septembre, ils ont annoncé une solution de Shopify Market qui permet quoi? En fait, c'est leur solution de vente multilingue, multi-pays. Ça, c'était un des défauts de la solution, c'est que l'international sur Shopify, c'était pas évident. Il fallait créer à chaque fois un Shopify différent, acheter une licence, avoir un nom de domaine différent. Aujourd'hui, avec une seule licence, vous pouvez dupliquer ou traduire ou retranscrire votre site en français dans les autres langues. Et donc, il va gérer la langue, la livraison, la monnaie, etc., etc. Et ils se sont vraiment professionnalisés sur un sujet sur lequel ils n'étaient pas bons au départ. Alors sur le coût, bah, ça démarre quand même assez bas. On peut démarrer à 30 $ par mois quand on débute avec Shopify. Et puis Shopify Plus, on arrive à 2000 $ par mois. Shopify Plus, hein, on se le rappelle, c'est vraiment pour des gros sites e-commerce qui, en général, quand ils refondent leur site, c'est des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, quand on peut démarrer avec Shopify Plus à 2000 $ par mois, ça reste très accessible. Alors il faut noter aussi qu'ils prennent un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Pourcentage entre 0,5 et 2%. Mais quand on démarre une activité, qu'on n'est pas sûr de sa réussite, ça peut valoir le coup de démarrer tout de suite avec un site fonctionnel qui va vous permettre de lancer votre activité. Et puis si au bout de 6 mois ça ne fonctionne pas, vous aurez dépensé que 12 000 $, plus le pourcentage CA. Alors en SEO, je vous rappelle qu'au départ, je n'étais pas très convaincu par la solution, donc je l'ai étudié sur toutes les coutures. D'abord, Shopify, depuis 1 an, fait un énorme effort sur son recrutement pour recruter un peu des cadors du SEO. Alors, ils ont été pas mal tapés chez TripAdvisor pour aller récupérer les SEO qui étaient là depuis longtemps chez eux. Et puis, on a quelqu'un de Dailymotion qui est là. Jackson Lowe, c'est celui que vous verrez le plus souvent partager des infos sur Twitter. Donc, je vous recommande de vous abonner à son compte. Et chose que je trouve assez intéressant, il y a 1 an, quand il est arrivé, il a fait un sondage et il a demandé à la communauté qu'est-ce qui manque pour vous sur Shopify et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et 1 an après, on a vu les premiers développements débarquer, les premières mises à jour qui ont fait que la solution déjà a eu des optimisations SEO beaucoup plus intéressantes. Alors, sur Shopify, sur Shopify, du coup, les basiques du SEO sont là. Ça, c'est quand même important. Tout ce qui est balisage, tout ce qui est Larbo, HTTPS, responsive, les sitemaps XML, voilà, tout ce qui est le B.A.B.A. est là. Il y avait quelques solutions, enfin il y a quelques optimisations comme le multilingue qui n'était pas terrible. Mais quand même, on a une solution qui était quand même assez intéressante. Et effectivement, il y a quand même des points noirs qui n'étaient pas très... c'est une solution qui était faite au départ pour des petits sites et ça convenait d'avoir pas toutes les optimisations attendues. Quand on a quelques dizaines, quelques centaines de produits, on peut se permettre d'avoir un site qui a quelques manquements sur certains aspects peut-être plus techniques. Là, on va avoir tout de suite les points un peu durs, mais qui sont malgré tout modifiables. Si je prends par exemple l'exemple des titles et métadescriptions, c'est vrai que cet aspect-là en natif sur Shopify, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ce n'est pas modifiable, ce n'est pas optimisable. Vous êtes obligé, mais au moins la solution existe, d'installer des modules complémentaires. Alors j'ai cité Smart SEO ou SEO Manager, ça vient compléter ce que fait nativement Shopify. Ensuite, et ça pour l'instant, ce n'est pas modifiable facilement, vous êtes obligé d'embarquer des répertoires en dur par défaut sur un certain nombre de pages. Par exemple, vos pages listing, elles s'appelleront toujours collection quelque chose. Bon, c'est collection en anglais, en français, il n'y a aucune traduction qui est faite. Product, pareil. Ceux qui sont vraiment des ayatollahs de la réécriture d'URL et qui veulent voir tout en français s'ils sont un site en français, eh ben non, vous resterez sur product. Pour moi, la conséquence n'est pas très très grave. Par contre,
on a un petit souci, c'est que lorsque vous avez un produit qui va être rangé dans, on va dire, les produits yoga, quand vous les rangez dans yoga et que ce même produit, vous allez le présenter dans une autre catégorie, la catégorie solde, eh ben, vous allez avoir deux chemins qui mènent à l'URL produit. On hérite du répertoire. Donc, ce qu'a fait Shopify, c'est qu'ils ont mis dans toutes vos fiches produits une canonical vers une version courte, product et le pattern du produit. Bon, le problème, c'est que du coup, Google crawl des versions d'URL et après, on lui dit dans la canonical que ce n'est pas celle qui doit prendre en compte, c'est celle qui a product qui doit être pris en compte. Ça, c'est un peu gênant. Mais il y a possibilité de modifier ça. Ce qu'on peut faire comme modification, c'est qu'on peut dire, bah non, en fait, je veux que mon URL en permanence, elle s'appelle product plus le pattern. C'est-à-dire que même sur vos pages listes, vous allez pouvoir récupérer une URL courte, c'est vrai, mais au moins elle ne sera pas dupliquée par la navigation, par le répertoire qui aurait été choisi et découvert par l'internaute. Donc ça c'est bien, hein. On est pour l'instant sur des problèmes qu'on peut corriger. Les variants. J'ai un site e-commerce, j'ai des produits, ils peuvent se distinguer par la couleur, par la taille, par le style, etc., etc. Et donc, on a des variants qui apparaissent et qui apparaissent aussi dans l'URL. Donc, vous vous rappelez, il y a une canonical qui renvoie toujours vers la version courte, sans variant. Donc ça, c'est une des premières solutions qui permet à minima d'éviter la duplication. Par contre, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas retirer la partie variant dans le code pour le moment. On ne peut pas mettre non plus de dièse à la place du point d'interrogation qui éviterait que Google prenne ça en compte. Voilà, ça c'est le petit défaut. On peut du coup le gérer avec la canonical et puis on peut le gérer aussi avec le robot TXT. Et ça, c'était un point noir pour moi, qui est, c'est vrai, consultant plutôt technique d'une agence plutôt ADN technique. Ne pas pouvoir modifier un robot TXT, c'était vraiment un énorme problème. Et ça a changé depuis peu, depuis quelques mois. Ça y est, ils ont mis en place dans l'interface une solution pour pouvoir modifier le robot TXT. Quel bonheur! Quel bonheur de pouvoir un peu mieux maîtriser ce fichier qui, bon, si vous ne le savez pas, permet de maîtriser le passage du bot et de lui dire tu peux aller voir tel type de pattern et tu peux éviter tel autre. Alors, l'autre point un peu compliqué à gérer, c'est la partie facettes. Alors, vous le savez, un site e-commerce, ça se positionne avec des pages catégories sur des top requêtes. Ça se positionne aussi avec les pages produits sur du long train. Et toutes les requêtes un petit peu intermédiaires de combinaison type de produit, plus taille, plus couleur, etc., en général, ça peut être bien géré par la partie facettes. Là, il y a un gros point noir. On ne peut pas, en fait, on peut les ouvrir, mais on n'a pas le choix de les maîtriser. C'est-à-dire que soit vous les fermez par défaut, soit vous les ouvrez par défaut. Et si vous les ouvrez par défaut, ça peut faire mal, ça peut créer des milliers de combinaisons et donner une taille à votre site beaucoup trop gros et Google va s'y perdre. Et si vous fermez tout, bah, vous vous privez d'un certain nombre de landing pages pouvant répondre à un certain type de requêtes qui sont intéressantes. Alors, il y a quand même des solutions. La solution, bah, donc c'est facile, je ferme tout. C'est une des solutions qui évite la catastrophe. Il y a une autre solution qui est de fermer tout, mais de créer des landing pages à la main. Vous allez créer des pages collection à la main sur celles que vous voulez ouvrir. Il va falloir les créer et les mailler. Et puis ensuite, il existe des solutions où ça nécessite un peu plus de développement et de modification du code, où on peut essayer de créer des mécaniques d'ouverture des facettes. Alors, aujourd'hui, on nous pose souvent la question, c'est je suis sur Magento, je suis sur PrestaShop, est-ce que ça vaut le coup de passer sur Shopify? Alors, il y en a qui l'ont fait. On a Decathlon US. Alors, j'ai oublié sur quoi ils étaient auparavant. Je me demande si c'était pas sur un WooCommerce, mais ils sont en tout cas passés sur Shopify. Et on peut dire que cette mise en ligne s'est plutôt bien passée. Alors, voyant ça, on peut se dire ça. Sauf que quand on regarde l'indice de visibilité, donc c'est de l'outil Systrix, l'indice de visibilité reste quand même assez faible.
Alors, ils arrivent malgré tout à se positionner assez bien sur un certain nombre de mots-clés, alors sur la marque, heureusement, mais sur d'autres types de produits. Mais on voit que c'est quand même plutôt des positions grâce à des pages produits et pas grâce à des pages facettes ou des pages de collection, donc nos pages de catégorie. Alors là, on a un autre exemple d'un autre site finlandais, je ne prononcerai pas le nom pour éviter de passer pour être ridicule, mais lui, au moment de la migration, ça s'est plutôt moins bien passé. Sauf que moi, je ne connais pas le site et je ne peux pas vous dire que c'est à cause de Shopify, hein. Peut-être qu'ils ont planté le plan de redirection, peut-être qu'il y a eu des soucis particuliers. Donc pour l'instant, chez SF, on a quelques clients qui ont migré vers Shopify et ça s'est plutôt bien passé. Donc on peut bien faire les choses. Il y a quand même des contraintes. La première, c'est que le CMS permet de rediriger page à page sans aucun problème. On peut rediriger même en masse. Simplement, on est limité par deux choses. D'abord, on peut mettre un maximum de 100 000 URL. Vous allez me dire, 100 000, c'est beau quand même. Déjà, on a de quoi faire. OK, mais il y a quand même beaucoup de sites e-commerce qui les dépassent, ces 100 000 URL. Et demain, de se dire, bon, je vais me priver d'une grosse partie de mes URL dans le plan de redirection, ça peut poser question. L'autre point, c'est que quand vous avez 100 000 URL déposées dans votre fichier de redirection, c'est un peu lourd, ça peut un peu freiner la performance, ça peut impacter la performance. Et les regex dans le fichier ne sont pas possibles. Donc, voilà, c'est des contraintes qui sont figées, qu'on ne peut pas adapter aujourd'hui, et il faut juste espérer que Jackson Law va l'entendre et va apporter la modification sur l'outil. Le multilingue, pendant longtemps, on avait à la fois, alors le multilingue, petit rappel, en général, on essaye d'avoir des URL qui font apparaître la langue ou le pays ou les deux. Soit on essaie d'utiliser avec des versions TLD différentes. Je prends la version canadienne, je peux en faire une version française, francophone ou anglophone. Et puis, c'est bien de mettre des hreflang aussi sur vos pages pour bien indiquer à Google, cette page-là qui est en anglais, eh ben, je m'adresse au territoire américain, australien, etc., etc. Ça, c'est important de bien définir à Google. Mes pages sont sur tel type d'index et visent telle population. Alors, avant, on avait cette contrainte, c'est que Shopify proposait soit une traduction automatique de vos contenus. Alors, je dis une contrainte parce qu'une traduction automatique, ça a ses défauts. Soit il vous recommandait de plutôt créer un site et prendre une licence Shopify par pays adressé. Donc, ce n'est pas très pratique non plus parce que si vous avez un Shopify par pays, il faut se reconnecter à chaque interface. Le multilingue n'était pas géré, donc il fallait à chaque fois switcher d'un pays à l'autre. La connexion entre les sites n'était pas non plus très évidente. Si par exemple je voulais que mon client passe d'un site à l'autre, ou si moi je voulais gérer mon stock d'un site à l'autre, c'était un petit peu compliqué. Alors, là aussi, il y a une app qui a été sortie et qui a commencé à proposer des choses intéressantes pour à la fois gérer la traduction ou la modification manuelle, ce qui n'était pas possible en natif, de vos contenus, la traduction des URL qui n'était pas non plus natif, les hreflang, c'était assez perfectible. Je prends un exemple, si vous aviez une page qui existait en France et pas au UK, et ben malgré tout, il créait une page au UK et un hreflang derrière. Et puis, on a tous les formats d'URL qui n'étaient pas très bien respectés. Et cette app qui est sortie il y a 3 mois a permis de le faire. Sauf que, du coup, Shopify a pris le sujet à bras-le-corps et a annoncé un peu en grande pompe la sortie d'une solution Shopify multilingue internationale où directement depuis l'interface, vous avez une licence Shopify et la possibilité de faire du multi-compte comme ce qui existe sur maintenant pas mal de solutions. Et le multi-compte, ça permet de tout centraliser au même endroit, de remplir automatiquement les hreflang facilement, de gérer les sitemaps, de gérer les systèmes de redirection d'utilisateurs en fonction de son pays d'origine, etc., etc. Donc vraiment, cette solution elle est arrivée en septembre cette année, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, est-ce que la promesse est au rendez-vous, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer sur l'international. Alors, seul point noir, mais en général qui est
qui peut être corrigé, c'est que ce n'est pas accessible avec le forfait basique de 29 €, mais il l'est dès qu'on attaque le deuxième niveau de forfait. Le temps de chargement, ça aussi c'est quand même un sujet. On le sait, toutes les solutions, n'importe quel CMS peut être très bon comme très mauvais. Tout dépend de quels sont les modules qu'on va implémenter, tout dépend des thèmes qu'on va ajouter. Là, ce qui est important, c'est d'assurer principalement le LCP. Le LCP, c'est quoi? C'est au bout de combien de temps mon contenu au-dessus de la ligne de flottaison va apparaître. Et donc, là aussi, nos amis de Systrix ont sorti une étude. Alors, je ne travaille pas pour Systrix, je n'ai pas de part dans l'entreprise, mais je trouve l'outil intéressant et Nicolas aussi fait des études assez intéressantes. Ils ont fait un classement sur l'indicateur LCP des meilleures plateformes e-commerce et Shopify tire un peu l'épingle de son jeu, semble être une solution quand même assez efficace, assez rapide. Alors, on a vu un peu toutes ces solutions, le natif, ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pallier au manquement. Il reste aussi une option qui est assez peu utilisée par les SEO en France, qui est un peu plus développée aux US, c'est toute la partie Edge SEO. Alors qu'est-ce que le Edge SEO? C'est possibilité de mettre un intermédiaire entre l'utilisateur qui va sur votre site et vos serveurs. En d'autres termes, vous avez votre hébergement, vous avez le client, et entre les deux, vous pouvez mettre une solution, par exemple Cloudflare, qui va récupérer la page avant de la délivrer au client et apporter les modifications que vous souhaitez, sans toucher au CMS, sans toucher presque au code. C'est vraiment, je prends un peu un exemple qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu comme Tag Manager. Vous avez une interface qui permet de déposer des choses sur votre site sans toucher directement au site et sans être freiné par les contraintes de l'outil. Et donc, quand on n'est pas satisfait du temps de chargement, Cloudflare propose comme une solution d'hébergement, et c'est des serveurs qui vont permettre d'accélérer aussi potentiellement votre site. Vous pourriez dire à votre hébergeur, à votre solution Cloudflare, tout le code qui ne me plaît pas, tout le code inutile, supprime-le, externalise-le, fait en sorte que le site soit plus rapide. Vos titles, si vous voulez les modifier à la volée et être très custom, vous pouvez aussi passer par cette solution-là pour la réécrire en live à la volée directement sur le site. Si vous voulez modifier du code source, si vous voulez faire sauter cette limite des redirections à 100 000 URL, pareil, Cloudflare peut proposer une solution. Cloudflare ou d'autres outils, hein, ce n'est pas le seul outil qui existe, mais vous pouvez utiliser cette plateforme-là, cet intermédiaire-là, pour faciliter, augmenter le nombre de liens. Donc ça, c'est quand même des solutions qui sont intéressantes lorsqu'on veut vraiment être dans le custom de sa solution. Alors Cloudflare, il existe en gratuit, mais je vous le déconseille fortement parce qu'il vous propose un hébergement mutualisé. Et aux US, il est arrivé que certains sites ont eu des soucis d'impact liés à des sites qui étaient sur leur même hébergeur mutualisé, qui avaient reçu une pénalité, et la pénalité, semble-t-il, a été communiquée aux autres sites hébergés sur le même serveur. Autre point aussi important, c'est qu'on est dans une configuration qui est complexe. Ce n'est pas simple à mettre en œuvre cette solution-là. Donc c'est quand même pour les gens avertis qui vont avoir une équipe dev avec eux. Pour conclure, si vous n'êtes pas endormi, Shopify, c'est une solution SaaS. Donc, quand vous êtes un acteur qui se lance dans l'e-commerce ou quand vous êtes un acteur qui a pris le Covid, qui a eu des difficultés sur votre activité et que vous vous dites, bon, je suis obligé un peu de réduire les budgets, de réduire la voilure, et pourtant j'aimerais bien faire évoluer mon site, c'est quand même intéressant. Vous avez nativement un site e-commerce qui est plutôt performant, qui propose un certain nombre d'options pour se lancer sur l'international, pour se lancer sur le e-commerce avec toutes les options. Vous voulez vous plugger aux réseaux sociaux, vous voulez vous plugger, créer des pages e-commerce sur Facebook, sur Instagram, tout est prévu pour. Vous voulez partager vos produits sur des marketplaces, c'est prévu pour.
Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de code. Je vous ai montré un peu de code, mais c'est vraiment très simple. Vous pouvez maintenant modifier le robot TXT. Le coût, il peut être amorti sur la durée. Moi, j'ai certains de nos clients, quand ils font des refontes, c'est à plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, que ce soit un lancement de site ou une migration, ça peut se faire quand même voilà, assez facilement. Vous avez aussi une solution qui est très intégrée si vous avez des boutiques physiques. Vous pouvez vraiment bien communiquer. Pendant le Covid, nous, on a eu des sociétés qui ont été débordées en termes de vente sur leur site online. Leur magasin était fermé. Quand ils devaient se poser la question toute la journée de savoir s'il y avait bien des stocks dans certaines boutiques pour la livraison, parce que rien ne communiquait ensemble, ça c'est typiquement avec la solution Shopify POS, ça vous permet vraiment de pouvoir pallier à cette problématique de communication des stocks. Et le Figital, j'ai complètement oublié ce que c'était. C'était super intéressant quand je l'ai noté, mais voilà, ça permet vraiment la communication Drive to Store, et les boutiques peuvent bien communiquer avec le e-commerce, les e-commerce peuvent bien communiquer avec les boutiques physiques. Bref, un grand fan. Non, hop. Voilà, c'était tout pour moi. Avant la question Mug, est-ce que vous avez des questions? Je t'écoute. Tu m'entends? Je te disais merci Mathieu. Petite question sur ce que tu disais tout à l'heure sur Cloudflare, ça m'a un peu intrigué, tu sais, cette histoire de pénalité transmise via le fait que ce soit sur le même host. Euh, Est-ce que tu as un peu plus d'infos sur ça? Non, en fait, on s'y est intéressé, nous, pour le mettre sur notre propre site. On voulait tester, on aime bien tester. Alors parfois, on le teste sur sur le site de l'agence, ce qui n'est pas forcément bien, surtout si on se prend une pénalité. Mais du coup, j'ai voulu tester Cloudflare, j'ai voulu faire du Edge SEO. Et j'ai vu qu'en solution gratuite aux US, il y avait beaucoup de sites qui se plaignaient de ça. Donc, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais beaucoup mettent en garde sur cette solution-là en se disant, en fait, après, certains sites ont reçu des pénalités, ils se sont rendus compte qu'il y avait un fil conducteur, c'était ceux qui avaient pris Cloudflare en gratuit. Donc, ça a été la conclusion faite par ces gens-là. Je ne l'ai pas étudié à 1000%, mais ça peut avoir du sens. Ok, merci. En fait, pardon, ouais, sur Cloudflare, on a eu des soucis sur des traitements longs, en fait, notamment sur des liaisons avec des ERP, des trucs comme ça, et ils te tuent les process au bout d'un certain temps. En solution gratuite Ouais, ou... en gratuit, ouais, Ouais. en gratuit. Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que vous vous posez la question de vous dire, tiens, c'est peut-être intéressant? Non, vous voulez rester sur Magento? Sur PrestaShop? La question Mug, vous êtes prêts? Très bien, bon, Christophe, c'est pour toi. Merci à vous et puis bonne journée.